Voilà, bonjour à tous, il est donc 13h45, un peu de retard pour cette interview. Donc sur ce plateau du Labo 24, deux de la même famille et du même sport. J'ai donc Julien Carrel, qui est le fils de Georges-André Carrel. Donc Julien Carrel, c'est le joueur, passeur et capitaine du LUC, qui est membre de l'équipe nationale et a participé également avec l'équipe suisse à l'Universiade 2015 de Gwangju, en Corée du Sud. Et il travaille à la FISU, donc c'est la Fédération internationale de sport universitaire. Bonjour Julien. Bonjour. Et avec lui, son père qui l'accompagne, Georges-André Carrel, qui était donc le directeur des sports universitaires, joueur au LUC et en équipe nationale de volley, entraîneur, directeur technique et président de l'association du musée olympique. Bonjour. Bonjour aussi. Alors, on va commencer avec une question au niveau donc au niveau supérieur des compétitions par équipe. Il est assez rare qu'un fils évolue donc sous la direction d'un père, comme c'est le cas donc au LUC. Donc derrière moi, on a pu lire par exemple que l'entraîneur du LHC, Heinz Sellers, ne désirait pas que son fils joue dans la même équipe. Est-ce que cela que vous jouez dans la même, enfin, que vous entraînez Julien qui est dans la même équipe, ça pose des problèmes? Tout d'abord, on ne dirige pas une équipe. Donc je ne dirige pas mon fils. Donc j'accompagne Julien sur le chemin du rêve parce que depuis tout petit, Julien avait un grand rêve, c'était de se réaliser au travers du sport. Et finalement, comme bien souvent, il accompagnait sa mère ou son père dans le bus ou pour aller à la salle. C'était plus facile pour nous d'avoir un jardin d'enfants dans la salle de Dorigny que de l'avoir, je dirais, dans un jardin d'enfants qui est dirigé par une autre personne. Donc finalement, pendant les 15 premières années de Julien, je n'ai jamais entraîné Julien, etc. Il était entraîné par d'autres personnes. Et c'est que depuis que Julien a atteint la Ligue nationale B, qu'ensemble, on a fait un bout du parcours. Et je crois que aussi bien moi que Julien, on sait faire la différence entre le père et le coach, ou le père et l'entraîneur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça pose pas de problème. L'important, finalement, c'est pas lui, c'est pas moi. L'important, ce sont les autres. C'est que Julien se sent pas en porte-à-faux par rapport au reste de l'équipe qui pourrait dire Julien joue parce que c'est son père qui est l'entraîneur, etc. Et ça se passe pas du tout comme ça se passe très bien. Depuis les nombreuses années que nous nous sommes promenés ensemble sur le parquet de Dorigny. Et toi, tu vis comment cette situation, Julien? Mais comme il a dit, on le vit tous les deux très bien. On a appris à faire la part des choses, à séparer le domaine familial du milieu sportif. Comme il a dit, notre relation dans le sport a toujours été bonne parce que tous deux, on a su rester à notre place. C'est mon coach quand je suis dans une salle de volley, je l'écoute. Et quand on est en dehors d'une salle de volley, on a une discussion tout à fait normale. Après, comme il a dit, c'est vrai que ce qui est peut-être des fois un peu plus difficile à gérer, c'est le regard extérieur des gens sur cette situation-là. Mais aujourd'hui, je le vis parfaitement bien. C'était peut-être un peu plus difficile quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je suis très content de cette situation. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez, chacun de vous, vous définir un peu en quelques mots votre personnalité, Georges-André? Oh, je crois qu'à 66 ans, on commence à apprendre à se connaître. Alors j'aime l'amitié. Je suis quelqu'un de très fidèle à l'amitié. J'arrive à me réaliser dans plein d'autres choses que le volleyball. Le volleyball, finalement, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est une passion. J'aime bien manger avec des amis. La gastronomie est importante pour moi. Déguster des grands Bordeaux me comble. Écouter Cecilia Bartoli, la mezzo-soprano, chanter me va très bien aussi. J'aime la culture, j'aime rire. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir réussi à faire de ma passion mon métier. Et je dois dire que je fais partie de ces privilégiés qui ont réussi à se promener dans la vie au travers de ses rêves et de ses passions. Et toi, Julien? Je vais aussi utiliser le mot passion. Je pense que je suis vraiment un grand passionné du volleyball, passionné du sport en général. J'adore voir tout autre type de sport. J'aime aussi passer beaucoup de temps avec mes amis, ma famille,
Ça a une importance énorme pour moi. Et voilà, quelqu'un d'amical, de simple, calme. Ouais. Est-ce que tu pourrais aussi donner les qualités de ton père? Et les qualités, il est aussi très très passionné, peut-être encore plus que moi. Il est exigeant, mais dans le bon sens du terme, respectueux. Il est juste. Et puis il sait faire la part des choses. Il sait être de bons conseils. Il sait être dur quand il faut, mais aussi réconfort. Donc voilà, un peu tout ça. Et Charles-André, vous, quelles sont les qualités de votre fils? Oh, je dois dire que, avec ce qu'il vient de dire, il y a quand même pas mal d'émotions en moi. Donc, on n'a pas tout fait faux dans l'éducation. Je dois dire qu'au travers ces mots, il y a quand même plein de choses qui me font du bien parce que c'est pas toujours facile d'être père. Hein. Je pense que c'est plus facile d'apprendre le métier d'entraîneur que le métier de père de famille. Ce qu'on a essayé de faire avec les deux enfants, parce que Larry joue aussi dans l'équipe du Luc, avec des personnalités complètement différentes. On a su les laisser grandir dans leurs différences, dans leurs qualités, dans leurs passions, et les accompagner dans les moments particuliers, lorsqu'il y avait des moments difficiles, au niveau des études, lorsqu'il y a eu des échecs, etc. Je crois que c'est le rôle de toute mère, de tout père, de répondre présent lorsqu'un enfant a besoin de nous. Ce qui me réjouit aujourd'hui chez Julien, c'est sa personnalité. C'est une personnalité propre. C'est pas un mini Georges-André Carrel, bien au contraire. Donc c'est une personnalité très forte qui a su se faire une place, sa place, qui a su marquer une différence. Et je dois dire que c'est ce qui me réjouit le plus parce que vous savez aujourd'hui un joueur, on a voulu les mettre dans des boîtes à technique, dans les boîtes à tactique, c'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est la personnalité qu'un homme donne à la balle, donne au jeu, donne à l'équipe. Ça, c'est important. Et si vous regardez les grands champions qui se promènent dans le sport mondial, des gens comme Wawrinka, comme Federer, sont des fortes personnalités, des personnalités propres, qui ont su grandir dans leurs différences. Stan n'a pas du tout les mêmes qualités que Roger et vice-versa. Et je dois dire que c'est ce qu'on a essayé de faire avec chacun des joueurs de l'équipe, c'est de trouver leurs points forts et au travers de ces points forts, de les laisser grandir vers le meilleur d'eux-mêmes. Et quels sont les défauts de Julien selon vous? Adieu. C'est les défauts de toute personne. Je crois que j'aime pas parler de défauts. Vous savez, il y a longtemps que ma femme serait partie si elle avait construit notre relation sur les défauts. Je crois que il faut parler de points sensibles. De points sensibles, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes dans certains moments. Et je crois qu'il faut savoir regarder chez la personne avec laquelle on cohabite, que ce soit son enfant, son épouse, ses amis. Et je dois dire, les joueurs, moi j'ai appris à aimer mes joueurs. Je les aime aussi dans leurs différences. En vieillissant en plus, je suis beaucoup plus calme. Je vais prendre de la distance par rapport à mon sport. Et même l'année passée, lorsqu'on a perdu contre Lugano pour une balle, rapidement j'ai pris de la distance par rapport à la défaite, ce que je ne savais pas faire lorsque j'avais 30 ans. Maintenant, je sais beaucoup plus. Un match de volleyball reste qu'un match de volleyball. Il ne faut pas se tromper. Donc c'est comme ça, je crois qu'il faut regarder la vie et ça nous permet d'accompagner les joueurs vers le juste, vers le beau, vers le vrai. Ça, c'est important, c'est le rôle d'un entraîneur. Et Julien, les défauts de ton père, selon toi? Non, moi aussi, j'aime pas trop parler des défauts des autres. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos erreurs, qu'est-ce qu'on fait de nos échecs. Comment on apprend à gérer tout ça. Et je pense que autant mon père que moi, on apprend à prendre pas mal de distance là-dessus. Je suis encore beaucoup plus jeune que lui, j'ai pas son expérience, mais je remarque qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité que j'ai réussi à canaliser aujourd'hui, notamment lié à cette énorme passion que j'ai pour ce sport. J'ai voulu toujours brûler les étapes, j'étais un peu impulsif, des fois un peu nerveux, et puis avec des erreurs ou des échecs qu'on a vécu dans le sport, on apprend à prendre cette distance, à l'analyser, et puis à pas répéter ces erreurs à l'avenir. Et est-ce que vous avez certaines superstitions, les deux, durant les matchs?
Jean-André. Alors moi, pas du tout. Par contre, j'ai jamais caché ma chrétienté. J'ai la foi. Peut-être au travers de mon père qui était pasteur et ma mère qui était enseignante. C'est un message qui me parle. C'est pas du tout de la superstition. C'est les valeurs que j'ai en moi. C'est une certaine culture que j'ai en moi. Je suis pas quelqu'un de superstitieux. Je vais pas me promener qu'une bougie avant un match au bord du lac. J'aurais plutôt tendance à boire un bon verre de rouge sans superstition. Pour préparer une rencontre, écouter un morceau de musique, mais ça rentre pas du tout dans une superstition. Je crois qu'il faut plus parler de rituels. Je suis quelqu'un qui est attaché à des rituels. Par exemple, fêter l'anniversaire des gens, passer du temps avec les amis, mais je suis pas du tout quelqu'un qui est attaché à des superstitions. Je crois que le sport, comme bien d'autres choses de la vie, se gagne au travers du travail, de la répétition, du soin que l'on donne aux détails et du respect que l'on porte aux hommes. Je voulais dire la même chose juste pour compléter. J'aime pas non plus les superstitions dans le sport. Par contre, je pense que les rituels prennent une place assez importante dans le quotidien d'un sportif. Parce que c'est ce qui crée l'équilibre, le confort d'un sportif. Moi, par exemple, j'ai énormément de rituels quand je prépare un entraînement, quand je prépare un match. Même quand je vais pour un service, à chaque service, j'ai le même rituel avant de servir. Alors ça peut paraître comme une superstition, mais c'est une manière de se créer une bulle, de se mettre dans un environnement de réussite et puis d'évacuer le stress. Et c'est qui le meilleur pour les chansons lors des victoires, Julien? Pour les chansons d'après-match. Je pense qu'à son époque, ils en connaissaient plus que nous. Et c'est vraiment vrai? Vous savez, moi, je fais partie d'une société d'étudiants qui sont les Helvétiens. Alors, il y a des chansons qui chantent à guichet fermé. Ça peut être les douches, ça peut être un bus lorsqu'on rentre. Mais il est vrai qu'à notre époque, on chantait beaucoup. On a beaucoup utilisé le chant pour fêter nos victoires. Et avec mes 3 assistants de l'époque, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que on aimait les 4 chanter, on chantait à 4 voix. Alors même des horribles chansons au niveau des paroles paraissaient belles sous les douches. Alors c'est comme ça un tout petit peu qu'on a grandi au travail. Il n'y avait pas de fausses notes. Et si je vous demande aux deux, qu'est-ce qui a été la plus grosse émotion depuis le début de votre carrière? Julien, peut-être, pour commencer. C'est difficile pour moi de mettre la plus grosse émotion, mais il y en a eu plusieurs. Mon premier titre de champion suisse junior. Une des plus grosses émotions pour moi, c'était notre titre de champion suisse en Ligue B parce que je revenais de blessure. Donc c'était important pour moi de revenir sur un succès. Et puis l'année passée, la victoire en coupe avec cet énorme retournement de situation, c'était incroyable. Mais je pense pour moi la plus belle émotion, malgré la défaite, c'était ce 4e match à Dorigny contre Lugano avec 2000 personnes dans la salle. Tout le monde debout, une hola dans la salle à Dorigny, ça s'était jamais vu. Et au temps mort, je me rappelle encore avoir donné un coup de coude à un de mes coéquipiers et lui dire regarde, c'est pour nous, il faut en profiter. Et voilà, c'est dommage qu'on a perdu, mais ça restera, je pense, assez longtemps dans ma tête. Jean-André? D'abord, je salue Quentin Zeller, qui est un des joueurs de la Ligue nationale A, qui vient écouter surtout Julien. Ce qui est extraordinaire en sport, on a fait 21 titres majeurs au Luc en 40 ans. C'est tous les 2 ans. Je crois que personne mesure la qualité de ce palmarès. Donc c'est le plus grand palmarès de Suisse, tout sport confondu. Il n'y a pas une équipe de hockey, de football, de basket et de volleyball qui ont le palmarès du Luc. Juste le dire en passant. Et je dirais simplement ceci. Ce qui est extraordinaire, l'année passée, lors de la finale de la Coupe Suisse, j'ai éprouvé la même joie qu'au premier titre. Donc tu t'habitues pas. Chaque titre a son histoire. Chaque titre a ses couleurs. Chaque titre a ses saveurs. Il y en a, c'est du Beaujolais nouveau. Il y en a, c'est un Grand Bourgogne. Celui de l'année passée, c'est un immense Bordeaux parce qu'on a perdu pendant tout le match, sauf à la balle finale. C'est nous qui l'avons emporté. Et c'est extraordinaire parce que tu t'habitues pas. C'est toujours du nouveau. Tu es toujours dans le nouveau. Et je dois dire, ceci est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie de la passion. Et c'est ce qui te pousse
à continuer à avancer et d'accompagner ces joueurs. Il faut juste dire en passant, c'est tous les jours 2h30 d'entraînement. Certaines fois 2 fois par jour. Donc ça signifie pour un entraîneur, c'est 30 heures par semaine. Tu es avec ton équipe, tu es là pour ton équipe et tu te remplis de l'énergie de tes joueurs. Moi, les joueurs font partie de ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que même je ne suis pas lassé du tout d'enseigner. C'est pas normal. Je devrais être... je sais pas, je devrais m'embêter comme fou dans une armoire matérielle, mais pas du tout. J'ai toujours autant de plaisir d'être sur un terrain de volley. Et maintenant, après les moments positifs, qu'est-ce que ça a été les moments plus difficiles? Je crois pas que, en tout cas pour moi, ça s'inscrit pas au travers d'une défaite. Parce que j'ai une capacité de l'oublier, la défaite, puisque une défaite, c'est aussi une opportunité d'aller ailleurs, de grandir. Par contre, on a perdu des amis très forts, très chers. En 40 ans, vous pouvez bien imaginer, c'est des gens qui ne sont plus là, qui ne t'accompagnent plus dans tes rires, dans tes larmes. Et je dois dire qu'en ce moment présent, mon père est mort 6 mois avant le premier titre du Luc. Vous pouvez imaginer que c'était très dur de recevoir le titre sans lui. Alors ça, c'est quelque chose dont je me souviens. Et toi, Julien? Comme il a dit, je pense que les défaites, on s'en remet assez vite finalement. Ce qu'il faut réussir, c'est à prendre la distance sur les défaites et c'est savoir ce qu'on en fait. Comment on utilise ces échecs et ces défaites pour grandir, pour aller plus loin, pour continuer à progresser. Pour moi, je dirais le moment le plus difficile que j'ai vécu jusqu'à maintenant dans ma carrière, c'est pas tellement une défaite, mais c'était une blessure au genou qui m'a écarté des terrains de volleyball pendant presque 3 ans. Et ça a été très dur à gérer parce que c'était dans une période de ma vie où j'étais vraiment encore avec une passion qui me mangeait de l'intérieur, qui me poussait chaque jour à vouloir donner plus. Et j'avais l'impression d'avoir cette injustice qui m'écartait des terrains, qui m'empêchait de continuer à progresser alors que chaque année, j'avais l'impression d'avoir des résultats plus élevés. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai réussi à utiliser cette difficulté pour continuer à grandir, continuer à progresser, faire un gros travail sur moi-même, mental. Je travaille avec deux stagiaires en psychologie du sport pour m'aider à gérer mon stress, pour m'aider à gérer mes émotions sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que c'était presque peut-être une opportunité parce que ça m'a donné ce temps et ce recul pour travailler sur des choses que j'aurais peut-être pas eu le temps de faire si j'avais continué à jouer. Est-ce que vous auriez tous les deux 3 mots pour définir le Luc version 2015? Alors je pense que c'est une équipe très différente des 2 dernières années. On n'a pas un joueur, je dirais, star comme les autres années, un joueur, un tueur. Mais je pense qu'on a une équipe très talentueuse cette année, jeune. Mais ça va devoir passer par beaucoup de travail. Mais je pense que le potentiel est là, la motivation est là, l'ambiance dans l'équipe est déjà très bonne. On travaille dur et je pense que les résultats vont suivre, mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps que l'année passée. Julia, si un tout jeune joueur de volleyball te demandait comment tu as fait un peu pour en arriver là, qu'est-ce que tu donnerais en fait comme conseil à un jeune joueur qui voudrait faire carrière dans le volleyball? Je pense pas spécialement dans le volleyball, dans tous les sports. Déjà il faut aimer ce qu'on fait, il faut jouer pour les bonnes raisons, je pense. Si tu n'aimes pas jouer ou faire le sport que tu pratiques, je pense qu'il faut arrêter. Il faut pas te sentir obligé de faire quelque chose. Moi, c'était tout simplement la passion. Et puis il faut s'amuser, il faut faire beaucoup de sport jusqu'à ce que l'âge te le permet. À partir de 16 ans, moi j'ai dû faire un choix. J'ai choisi le volley, j'ai mis de côté le foot et le tennis que je pratiquais également en club. Et puis après, il y a quand même un côté où tu dois faire preuve tu dois être humble et tu dois beaucoup travailler. Parce que la passion et le talent, c'est quelque chose, mais ça suffit pas et beaucoup de jeunes l'oublient. Mais le travail, c'est ce qui t'amène jusqu'au bout et sans travail, tu peux pas y arriver. Du même avis, Jean-André? Moi, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Quentin Zeller est étudiant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On peut imaginer ce que ça signifie de mener en parallèle
études universitaires et sport de haut niveau. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, Quentin Zeller, dans 3-4 ans, lorsqu'il aura fini son master, ça sera quelqu'un de un petit peu hors norme, dans le sens qu'on ne trouve pas tous les jours un étudiant de l'école polytechnique qui fait un master et qui a été vainqueur de la Coupe Suisse ou champion suisse, membre de l'équipe nationale. Et je dois dire, c'est indiscutablement un plus dans sa vie. Il sait gérer du stress, il sait gérer un projet, il sait le pourquoi des choses. Et ça, c'est la question fondamentale. Pourquoi, à 66 ans, j'entraîne encore le Luc? Parce que je pourrais aller aux Maldives 3 fois par année. Voilà, je pourrais m'asseoir dans ma cave à sushi avec Borloo, avec Verdon, et déguster les meilleurs crus de ma cave. Voilà, tu dois répondre à ce pourquoi. Et si tu réponds au pourquoi, ça te donne le sens de ta vie. Voilà, c'est important d'avoir un sens dans une vie. Le comment, il vient après. Comment je vais faire pour m'entraîner? Comment je vais faire pour que ces deux passions puissent grandir ensemble? Je crois qu'il faut savoir se poser les bonnes questions au début d'une année que l'on vit ensemble. Une question un peu multisport maintenant. Est-ce que le dopage en Suisse, est-ce que ça existe? Question sensible. Le dopage en Suisse, est-ce que ça existe? Ah non, je vois pas pourquoi la Suisse serait exempte de dopage par rapport à ce qui se passe. Le problème, c'est pas une affaire de pays, c'est une affaire de personnes. Je crois qu'on a abordé le dopage seulement sur un plan physiologique. Il faut l'aborder sur un plan sociologique, sur un plan humain. Pourquoi l'être humain se dope? Voilà, l'être humain s'est dopé tout le temps. Il s'est dopé au premier marathon, il s'est dopé dans la guerre, il s'est dopé dans multiples facettes de l'existence. Voilà, on se dope encore aujourd'hui dans le management, on se dope comme étudiant avec des bêta-bloquants pour se préparer des examens. Donc je crois que le dopage fait partie de la vie des hommes, en particulier de ses faiblesses. L'être humain n'accepte pas d'avoir des limites. L'être humain n'accepte pas ses faiblesses. Et si vous appreniez justement qu'un joueur du Luc se dopait, vous réagiriez comment? Alors, je crois que nous, ce qu'on doit faire au Luc, on doit créer un environnement de réussite qui apprend à l'être humain à ne pas se doper. En disant, OK, si on n'est pas capable d'être champion suisse sans doping, c'est notre problème. Moi, j'ai pas du tout envie que la médaille de champion suisse du Luc ou autre médaille soit la moitié à Hoffmann-la-Roche, à Novartis, soit Sibaghi. Voilà, je préfère la médaille de l'humilité, la médaille des larmes et des défaites. Donc je crois que il faut être très clair avec ceci, et ceci est important. L'être humain n'accepte pas ses limites. L'être humain est manipulé avant tout par la performance, par ce qu'on appelle les motivations extrinsèques, dont l'argent. Donc immanquablement, l'argent pousse l'être humain à ne pas rester homme et aller vers l'au-delà de lui-même, pas sur le plan naturel, mais d'utiliser le produit dopant comme une des facettes pour se permettre d'aller plus loin. Et je crois qu'il faut... Moi, je vois beaucoup le dopage, pas seulement comme une aide physiologique, mais qui correspond à une aide qui aide la faiblesse de l'homme. C'est l'homme qui ne s'accepte pas comme il est. C'est l'homme face à ses limites, et ça l'attriste de ne pas courir le 100 mètres en 9,41, etc. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que c'est pas parce que tu fais faire pipi à quelqu'un dans une éprouvette ou que tu fais une prise de sang que tu vas solutionner le problème du dopage. Il faut prendre le dopage à sa racine, dans la formation, dans l'éducation des sportifs. C'est là que se situe un tout petit peu une des survies. Tout le reste, c'est du pognon. Les êtres humains sont capables d'aller... Attirés par l'argent, ils sont prêts à faire n'importe quoi, mais même à mettre en péril sa santé. Georges-André, je crois que vous avez commencé donc, le volleyball à l'âge de 20-21 ans, c'est ça? Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui quand on sait toutes les étapes qu'il y a avant de franchir le cap de joueur professionnel? Moi, je ne pense pas que j'ai été un grand joueur. J'ai été un bon joueur, surtout à partir de 30 ans. Parce que j'ai dû rattraper. Par contre, j'avais une chance énorme, c'est que lorsqu'on est fils de pasteur à l'époque, les cures avaient d'immenses prés.
Et comme ma mère avait 4 garçons, elle les voyait plutôt dehors que dedans. Voilà, c'était plus facile à éduquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dehors? On a joué au football, on a fait du hockey, on a fait de multiples sports qui m'a permis finalement de recevoir le volleyball relativement facilement dans mon éducation motrice. Par contre, j'ai dû un tout petit peu rattraper le temps perdu et je crois que le titre de champion suisse, on l'a fait, j'avais 34 ans. Premier titre de champion suisse des hommes de Luc. Comme par hasard, et toute la génération qui m'accompagnait étaient des gens entre 28 et 34 ans. On était des vieux joueurs parce qu'on avait commencé plus tard. J'étais quand même un enfant de la balle. J'étais pas un enfant du volleyball. Et finalement, pour conclure cette première partie de l'interview, quelle question aimeriez-vous que l'on vous pose, mais qu'on ne vous pose jamais en fait? Non, vous pouvez... C'est aussi pour toi. Non, vous pouvez m'amener n'importe où. Hein. Donc, à 66 ans, je suis prêt à répondre, aller dans n'importe quelle partie, n'importe quelle facette de ma vie. Hein. Donc, je n'ai pas de problème. J'ai tellement pleuré dans le sport, j'ai tellement ri dans le sport. La vie m'a tellement apporté que vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez, ma première gonflée au comptoir ou d'autres choses comme ça. Donc, je m'en souviens. Toi, Julien, t'en as une en particulier ou pas sur le moment? Ouais, d'accord. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est plus spécifiquement sur chacune de vos personnalités. Alors, je vais commencer avec Georges-André, puis finir avec toi, Julien. Donc, vous êtes toujours plein d'énergie, hein, comme on le voit depuis le début de l'interview. Est-ce que c'est aussi le cas quand vous devez faire la vaisselle, tout simplement, par exemple? Alors, ma mère avait vite compris. Hein. C'était une femme très bien organisée. Elle avait 4 garçons. Donc, elle avait fait un calendrier des tâches ménagères. À l'époque, il fallait porter le charbon. Il fallait donner un coup de main dans le jardin. Il fallait faire les commissions. Il fallait chercher le lait. Il fallait faire la vaisselle. Alors, elle avait le calendrier parce qu'elle s'est dit, je pense que ce sera plus facile de les dresser à ce niveau-là que de chaque fois me bagarrer tous les soirs pour essayer de les éduquer, ce qui était déjà très, très difficile. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème parce que je crois qu'en grandissant, on a compris ce que c'est que le travail d'équipe et le couple et le début du travail d'équipe. C'est quelque chose de magnifique. Mais vous avez une recette pour avoir toujours la pêche comme ça? Bah pour vous déjà. Et puis... Non, mais je n'ai pas de recette. Simplement que je crois qu'on est sur Terre pour s'entraider, pour s'accompagner, pour répondre au pourquoi des choses. Donc, il n'y a pas de problème. C'est plus difficile avec ses zouaves. Donc là, ça n'a pas été toujours facile, mais je dois dire que de bons souvenirs. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse d'autrefois au niveau des équipes de volleyball, justement? Oui, heureusement. Heureusement. Ils amènent des qualités extraordinaires. Un, ils sont intelligents, ce qui ne me gêne pas du tout. Deuxièmement, ce sont des garçons qui ont une imagination, une créativité et une connaissance que nous n'avions pas du tout. Ces garçons, je ne parle même pas au niveau intellectuel, mais au niveau cognitif. Ils connaissent le volleyball. Quentin est encore junior. Il a une connaissance du volleyball que moi j'avais à 30 ans. Lui, il a déjà à peu près la même connaissance aujourd'hui. Ils sortent du sport-études du Luc, dans lequel ils baignent depuis quelques années, où ils ont appris le volleyball. Pas seulement apprendre la technique et la tactique, mais ils savent se comporter juste dans la vie, ils savent jouer juste, ils savent penser juste. Et je dois dire aussi, ils ont une attente sur les entraîneurs qui est très grande. Et ça, je dois dire, ça nous oblige à rester au top. Jeudi passé, on a fait un team building avec l'équipe, ce qui m'a beaucoup touché dans l'exigence de ces gens, mais en même temps dans l'authenticité qu'ils ont amenée dans le discours et dans les attentes qu'ils ont par rapport au staff. Alors, à l'époque, on était une équipe fusionnelle. On mangeait volley, on bouffait volley, on dormait volley, on allait au comptoir volleyball. Voilà. Aujourd'hui, ces gens sont des individus qui font ensemble un sport d'équipe. Mais ils ont d'abord aussi droit à une réalisation personnelle dans la société. Ils se voient presque trop. Aujourd'hui, donc je peux comprendre qu'ils ont envie de faire d'autres trucs en dehors. Par exemple, Quentin est avec la redoutable Gaëlle aujourd'hui. Voilà, il lui doit aussi du temps. Et je dois dire que
c'est des choses, c'est des choses magnifiques. Hein. Et vous avez aussi entraîné des femmes, donc je parle bien du volleyball. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Bon, tout d'abord, il faut se réjouir que les femmes soient différentes, hein, parce que ça, c'est mieux pour l'humanité. Deuxièmement, j'ai une chance énorme. Je l'ai toujours dit dans ma vie, dans ma carrière d'entraîneur. J'ai commencé par entraîner des femmes, une génération de filles douées et passionnées, comme je pense que le volleyball n'en a pas eu en 20 ans. Et elles m'ont permis de grandir au travers de mes essais et de mes erreurs. J'étais un jeune entraîneur, ambitieux, passionné, voilà, qui a fait beaucoup de fautes. Elles m'ont pardonné mes erreurs parce qu'elles sentaient peut-être en moi qu'il y avait d'immenses passions et qu'il y avait peut-être la possibilité avec moi d'aller jusqu'elles sont allées. 4 victoires en Coupe Suisse, 2 fois champion suisse, demi-finale à la Coupe d'Europe des champions. On a mené une victoire. Et c'était au début de ma carrière. Heureusement qu'il y a eu l'après son titre de champion pendant de nombreuses années pour me faire voir l'autre côté de la médaille. Alors oui, pour un entraîneur, il y a une très grande différence. On n'est pas du tout dans le même registre. On ne parle pas à une femme comme tu parles à un homme. Tu ne coaches pas une femme comme tu coaches un homme. Il y a une approche plus qualitative chez la femme. Et il faut soigner, je dirais, la communication et la périphérie. Donc ceci est très très important à ce niveau-là. Des choses toutes simples comme l'habillement, le t-shirt propre, rasé. C'était des éléments qui étaient très importants sur lesquels les femmes étaient sensibles. Et lors de l'hymne national, lors des derniers playoffs, j'y étais. Hein, je vous ai vu très ému. Alors pourquoi? C'est aussi mon côté un peu patriotique. J'avais un grand-père paysan qui m'a transmis des valeurs très fortes, d'aimer sa commune, son pays, son terroir, des valeurs accrochées à la terre, qui sentait bon le vrai et l'authenticité. Je suis devenu officier, c'est pas du tout un hasard, c'est parce qu'à un certain moment, je sais pas, je me suis trouvé dans une situation où j'avais envie de redonner au pays ce que le pays m'a donné. Et ça peut paraître un discours complètement fou et déplacé aujourd'hui, mais c'était celui qui m'imprégnait à l'époque. C'est ces valeurs-là qui sont toujours les miennes, et même l'aujourd'hui ne peut pas me les transformer. Donc ça c'est... Alors oui, l'hymne national, j'étais très ému à Fribourg, lors de la finale de la Coupe Suisse. Tu t'habitues pas. Je peux pas vous dire, hein, ces émotions-là, elles sont uniques. Il faut en profiter, il faut les vivre, et elles sont en toi, et ça t'aide toujours à grandir. Et est-ce que vous avez des projets pour ces prochaines années? De la politique, par exemple? Là, politique. Non, j'ai un scoop. Attention. Madame Doris Le Tartre, on va ouvrir ensemble le Salon des métiers à Beaulieu au mois de novembre. Et elle m'a demandé si j'étais d'accord de donner une conférence sur la formation chez les jeunes. Vous pouvez imaginer que j'ai dit oui. Alors, ça sera l'occasion à ce moment-là de lui dire que depuis tout petit, je rêvais d'être conseiller fédéral. Elle devait certainement rêver d'être entraîneur du LUC. Alors ça sera l'occasion ensemble qu'on pleure sur nos échecs respectifs. Finalement, de source sûre, il y a quelqu'un qui insistait pour que je vous pose cette question. Alors, si vous aviez le choix d'entraîner l'équipe de Sassicaia Volley Livorno au DUGS Château Margaux Bordeaux Mertignac Volley, laquelle choisiriez-vous? Ouais, les deux m'enivrent de jeunesse, de bonnes effluves. Hein. C'est-à-dire que j'aurais beaucoup de plaisir d'être dans les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entraîner une équipe où il n'y a pas trop de goût de bouchon. Et finalement, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager? Histoire. Une racontable. Voilà. Ouais, ça c'est... Non, on en a... J'en ai beaucoup. Je regarderai une très forte, c'est en 84. On est allé avec les filles battre le champion de France en France. C'était incroyable. Personne ne nous donnait une chance de battre Clamart. On a battu Clamart 3-1. C'était le début de la réalité dans les rêves les plus fous.
avec lesquels je me suis endormi. Là, j'étais réveillé comme jamais. Et les deux présidents s'appelaient Paul. Il y avait Paul Devec, le président du LUC, et je ne me rappelle pas le nom de famille du président de Clamart. Et à un certain moment, comme souvent dans les troisièmes mi-temps, il y a ce qu'on appelle les schmolitz, où on apprend à mieux connaître l'autre lorsqu'on boit un verre. Et les filles du LUC ne tutoyaient pas le président du club. Et elles viennent vers moi, elles me disent: Georges, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire schmolitz avec le président? Hélas pour le président, il a dit oui. Le problème, c'est qu'il a dû se taper 14 schmolitz. Vous pouvez imaginer, avec ça de vin rouge dans le verre, il s'est trouvé un moment difficile, c'est-à-dire que le moment des discours qui a succédé au repas, il a fait un discours dans la position de la tour de Pise, et on était juste au bord de la table en disant: il va pas pour finir la citation, il va finir dans la table. Alors c'est quelque chose de formidable. L'autre président a fait la même chose. Comme il était français, il avait une capacité de supporter la cote qui était supérieure au nôtre. C'est pour ça que la soirée s'est bien terminée. Donc c'est aussi ça le sport. Voilà, alors maintenant on passe à Julien. Est-ce que tu as plutôt hérité du caractère de ton père ou ta mère? Ou des deux? Bon, je sais pas si j'ai hérité de l'un ou de l'autre. Je pense que j'ai été baigné dans un certain environnement sportif, polysportif depuis tout jeune. C'est clair qu'on est influencé, c'est pas pour rien que je joue au volley aujourd'hui, mais j'ai jamais été poussé à jouer au volleyball. Et on m'a jamais obligé à jouer au volley. D'ailleurs, ils ont toujours, et ça pourrait peut-être être mon anecdote, ils ont toujours voulu me retenir le plus longtemps possible. Parce que je les embêtais tellement à la maison de me laisser commencer. Et à 7 ans, ils ont fini par craquer, ils m'ont dit: c'est bon, tu peux y aller. Sauf que je jouais déjà avec des joueurs qui avaient 12 à 14 ans. Donc vous imaginez au volley avec des ballons qui sont frappés. Il y a un certain risque, ils avaient un petit peu peur, mais comme dans ma chambre, j'avais déjà tendu un filet entre mon armoire et puis mon lit et que je jouais avec des ballons, je cassais régulièrement des lampes, ils ont dit que c'était peut-être mieux que j'aille jouer dans une salle. Sinon, au niveau du caractère, je pense que j'ai su forger le mien au fur et à mesure des années. On apprend à faire son chemin, à faire son caractère et à avoir ses objectifs, sa passion. Ouais, et donc tu es le capitaine du LUC. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que tu as été choisi capitaine et quelles sont, selon toi, les qualités que devrait avoir un capitaine? Je pense qu'on peut avoir différents types de capitaines. Il y a des capitaines qui sont des leaders au niveau du jeu, c'est-à-dire que sur le terrain, c'est des joueurs qui prennent le jeu à leur compte, qui font la différence. Tu as des capitaines qui sont importants, comme on dit, dans le vestiaire, qui sont capables de gérer des problèmes entre des joueurs, de faire le lien entre l'équipe et le staff, entre l'équipe et le club. Moi, je me situerais peut-être plus dans ce deuxième type de capitanat, parce que voilà, je suis un peu l'enfant du club, j'ai toujours joué au LUC, je connais très bien tous les gens du club, je connais très bien le coach. J'ai appris à savoir gérer un peu tout ça, et comme je l'ai dit aussi aux joueurs jeudi passé à la réunion qu'on a eue, ben voilà, moi ce que j'ai envie de leur apporter, c'est de faire ce lien, de pouvoir aider les nouveaux joueurs à mieux s'intégrer, de pouvoir les aider à mieux comprendre le fonctionnement du club. Après, pourquoi j'ai été élu capitaine? J'ai souvent été capitaine dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, mais voilà, je pense pas que c'est quelque chose qu'on doit être ou qu'on doit pas être, mais je suis très content de pouvoir aider mon équipe de cette façon. Et donc tu as fait partie tu fais toujours partie en fait, d'une famille de volleyball. Est-ce que tu as aussi voulu faire un autre sport à un moment donné? Mais comme je te disais avant, j'ai fait énormément de sport. J'ai fait du tennis en club, j'ai fait du foot en club, du volley. Je faisais les cours facultatifs de badminton, de basketball, j'ai fait du ski, du snowboard. Et moi, je suis vraiment un mordu de sport. Si je pouvais, je ferais 4 sports en compétition. J'adore tous les sports. Après, c'est vrai que pour rebondir sur la question que tu posais à mon père ou mon coach, comme tu veux, avant, où tu lui demandais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait toujours à 21 ans commencer le volley et arriver en Liga. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce qu'on arrive dans un sport qui s'est professionnalisé, qui s'est structuré, qui oblige les jeunes à faire des choix un peu plus tôt. Moi j'ai essayé de faire ce choix-là le plus tard possible, mais j'ai été forcé à 16 ans en ayant la possibilité d'entrer dans les classes sport-études
au gymnase de faire ce choix et de mettre de côté le foot et le tennis, parce que ça m'imposait de m'entraîner tous les jours au volleyball. Et dans quel club est-ce que tu rêverais de jouer au volleyball? Alors déjà, mon premier rêve, c'était un jour de porter le numéro 4 de la Liga du Lausanne Université Club Volleyball, parce que tout simplement dans les années 90-95, il y avait un joueur argentin qui s'appelait Guillermo Martinez, qui était le meilleur joueur du championnat, qui a joué les Jeux Olympiques avec l'Argentine et qui était mon idole et qui me donnait ses maillots après chaque match, après chaque saison, et je les ai encore tous. Et donc mon rêve c'était d'avoir ce numéro-là au Luc. Après, quand j'ai grandi, voilà, j'ai commencé à regarder les grands championnats internationaux, l'Italie, la Russie, la Pologne. Alors c'est clair qu'il y a des clubs qui font rêver, hein. Quand on pense à Modène, à l'époque c'était Trévise pour moi, maintenant Kazan. Déjà rien qu'un jour, l'idée de pouvoir évoluer dans un championnat comme ça, c'est plus qu'un rêve. Et le public a l'habitude de voir un Georges-André Carrel souriant, jovial et positif. Est-ce qu'il y a un Georges-André Carrel moins séduisant? Non, je dirais pas moins séduisant, mais de par son rôle de coach, ça fait partie de son rôle. Il doit aussi savoir être dur, il doit aussi savoir être exigeant. Alors c'est clair que dans ces moments-là, en particulier à l'entraînement, où il pousse l'équipe, où il nous pousse dans nos derniers retranchements, il nous pousse à donner plus. C'est clair que c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles ou agréables, mais ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie du sport. Et on est assez grand pour comprendre pourquoi il fait ces choses-là. C'est parce qu'il veut nous voir progresser, il voit le potentiel en nous et il veut nous pousser à exploiter ce potentiel au maximum. Donc il ne nous laisse pas nous reposer sur nos acquis. Et nous, on lui est plutôt reconnaissant, même si sur le moment, des fois, ça nous énerve. Voilà, moi j'ai fait le tour alors au niveau de mes questions. Alors je ne sais pas si le public aurait une question à poser à l'un des deux Carrel. Non? Ok. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Labo 24. Bonne continuation pour la saison, enfin bon commencement de saison. Dans quelques instants, Céliane recevra ici même Alejandro Reyes. Je crois que ça se prononce comme ça, mais c'est pas mon truc la prononciation. Donc restez bien avec nous sur ce stand. Et je vous souhaite d'ici là une très belle journée. Merci. Merci pour l'invitation. De rien.